Dominique Schnapper, j'aimerais revenir sur votre parcours intellectuel, mais peut-être que avant le parcours intellectuel, il y a tout simplement la prime jeunesse, l'enfance. Et c'est vrai que, bon, autant commencer par le commencement. Comment se sont passées vos jeunes années et comment ça s'est passé avec votre entourage parental, vos premiers pas à l'école, au lycée? Alors, je n'ai aucun souvenir de l'avant-guerre, puisque j'avais 5 ans à la déclaration de guerre. Donc, je n'ai pas de souvenir d'avant la guerre. Et donc, les premiers souvenirs que j'ai, c'est une vague impression dans l'année 40, ou vague impression de l'appartement que mes parents avaient loué à Toulouse, puisque mon père avait été nommé ce qu'on appelait à l'époque maître de conférence à l'université de Toulouse en septembre 1939, poste qu'il n'a jamais occupé puisqu'il a été mobilisé. Et donc j'ai été installée avec ma mère, donc j'ai eu une vague impression. Et les souvenirs commencent avec le Maroc, où je me suis retrouvée avec ma mère à partir de novembre 1940 et où j'ai fréquenté le lycée français de Rabat, qui était un très, très beau et très bon lycée, en tout cas pour les Européens. Vous Et êtes 29 mois au Maroc. oui, 2 ans et Ah demi. oui, 2 ans et Ouais. demi. 2 ans et demi au Oui, Maroc, oui. où j'ai fait ce qu'on appelait la 11e, ce qui s'appellerait aujourd'hui le CP, la 10e et la 9e. J'ai encore eu le temps d'avoir le prix d'excellence de 9e avant, par un espèce de miracle, de pouvoir avoir le droit du général Eisenhower de monter avec ma mère dans un avion militaire, ce qui était interdit aux enfants en principe, de passer par Gibraltar, où j'ai vu pour la première fois des gâteaux dans la grande rue, des pâtisseries de Gibraltar. C'est une chose dont à Rabat, pendant la guerre, on n'avait pas l'expérience. Et de débarquer le 14 juillet au matin à Bristol, sans savoir où on arrivait. On a débarqué tout ça dans un noir complet. Entre Gibraltar et Bristol, l'avion était entièrement noir parce qu'il ne fallait pas que des côtes françaises, les Allemands puissent le voir. Et des soldats britanniques qui revenaient d'Espagne nous donnaient des tasses de thé brûlantes. Je me souviens encore de m'être brûlée avec ces premières tasses de thé. Et nous avons là, je ne peux pas dire que j'ai retrouvé mon père, puisque je n'avais aucun souvenir de mon père, donc j'ai trouvé mon père. Nous sommes arrivés, c'est quand même inventé. Le 14 juillet à midi, nous nous sommes retrouvés Queensberry Place, en poussant des grands cris devant une ou deux dames britanniques un peu surprises par nos démonstrations. C'est incroyable. Alors, Raymond Aron, votre père, avait rejoint la France libre. Oui, Et oui, il est vous-même, là, parti en juin. il était Il est parti parti en, en juin 40. il était parti en juin 40. Et que représentait pour vous votre père au moment où vous arrivez à Londres? Je ne sais pas, je savais qu'il existait. On m'avait appris, comme on apprend aux enfants, à dire « tu dis simplement qu'il n'est pas ici et qu'on ne sait rien ». Ce qui a été vrai au début, puisque ma mère n'a pas eu tout de suite la nouvelle qu'il était arrivé à Londres. Elle ne savait pas ce qu'il faisait à Londres. Il y avait des circulations de lettres qui mettaient 1 mois ou 2, qui passaient par les États-Unis. Enfin, il y avait des circulations compliquées. Je sais qu'on lui avait transmis une photo de sa fille, puisque lui-même ne la connaissait pas. Donc, voilà, j'ai trouvé mon père. Je ne peux pas dire, les psychologues ou les psychanalystes feraient certainement des interprétations, mais je ne les ai pas. Ce qui s'est passé, c'est que les enfants il leur était interdit de rester à Londres. Et donc, ils étaient tous dans des établissements scolaires qui étaient évacués. Et on a pensé que j'avais quand même été assez secouée par les événements pour ne pas ajouter de me mettre dans une école anglaise où je n'aurais rien compris. Et donc, j'ai été pensionnaire au lycée français de Londres, donc l'année 43-44. Et l'année s'est terminée par le débarquement. Et j'ai le souvenir de l'émotion du débarquement en juin 44. Et il y a eu une grande cérémonie de distribution des prix qui était une cérémonie patriotique avec Marseillaise. Edmond Vermeil, qui était à Londres, remettait les prix. Et évidemment, je n'avais aucune conscience de mon nom ou de la judéité. Et donc,
le prix d'excellence au nom de la Marseillaise donné dans le Cumberland le 12 juillet 1944 avait valeur symbolique, mais dont je n'étais pas vraiment consciente. Vous avez aperçu le général de Gaulle? Non. Non. Non, vous savez, c'est... En plus, mon père avait des relations compliquées avec les gaullistes purs et durs. Et puis, de toute façon, on ne le voyait pas couramment. Et d'ailleurs, au lycée français de Cumberland, il y avait surtout beaucoup de Belges et beaucoup d'enfants de couples mixtes franco-anglais. Les vrais Français, si je puis dire. Nous étions très très peu nombreux. Je me souviens du fils d'un ambassadeur portugais réfugié. Je me souviens du fils d'un ambassadeur serbe réfugié en Angleterre. Enfin, c'était pas vrai. J'étais un cas assez rare. Et alors, dès qu'il a pu, mon père est revenu à Paris. Il était très patriote. Et donc, ma mère a un petit peu traîné puisqu'elle avait eu entre-temps, j'avais eu une petite sœur entre-temps. Et nous sommes rentrés à Paris en 1945. Après que j'ai passé une année dans une école anglaise, puisque à ce moment-là, je parlais anglais. Et donc, on s'est retrouvés à Paris pour mon entrée en sixième. Ce n'était pas calculé, mais c'est comme ça, où j'ai été au lycée Molière, où j'ai eu une scolarité sans histoire, avec beaucoup d'amis, que j'ai beaucoup aimé, même si ça s'est terminé par le drame de la mort brutale de ma petite sœur. Le professeur de philosophie à ce moment-là n'avait pas grande réputation au lycée Molière. Et Georges Canguilhem, qui était inspecteur général de philosophie, mon père s'est peu occupé de mes études. Il me faisait confiance, il suivait ça de très loin, mais enfin il suivait et il pensait très important la qualité du professeur de philosophie. Et donc il y a eu une conversation avec Georges Canguilhem qui a conseillé que je fasse ma philo, ce qu'on appelle aujourd'hui la terminale, au lycée Fénelon, où j'ai eu successivement, en terminale, donc en philo, Jeanne Delhomme, qui était une bergsonienne avec beaucoup de charisme. Nietzschéenne aussi. Elle nous parlait de Bergson, en tout cas. Oui. Elle n'a pas beaucoup... Quand j'ai été son élève en terminale, pour des raisons que j'ignore, c'était Bergson qui était l'auteur à partir duquel elle nous a fait faire de la philo. Et en effet, j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai été en Hippocagne, toujours à Fénelon, et j'ai eu les dernières semaines d'enseignement de Michel Alexandre, l'élève d'Alain, qui était vieillissant, qui était un personnage tout à fait séduisant et même émouvant, mais qui n'était plus un très bon professeur. Et j'ai eu la chance d'avoir Dina Dreyfus comme professeur d'Hippocagne. Et à la fois, je l'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup admiré. Et la force de sa pensée a été vraiment ça a été un grand professeur, quoi. Ça a été un très grand professeur et j'ai la rigueur qu'elle imposait dans ce monde où on faisait du Heidegger, du sous-Heidegger dans toutes les cagnes de France a été pour moi très importante. Rigueur et ouverture d'esprit. Dina Dreyfus est à l'origine d'une révolution au Centre national de la pédagogie de l'époque. C'est elle qui a filmé votre père, Raymond Aron, Georges Canguilhem, Jean Hippolyte et j'en passe, plein d'autres. Elle avait une curiosité absolument insatiable. C'était une femme remarquable. C'était une femme remarquable. J'ai eu beaucoup de chance. Je le dis avec un tout petit peu de réticence, puisque la chance est venue du fait de la mort de Michel Alexandre, donc, qui était quelqu'un de... encore une fois, d'émouvant. Mais voilà, cette chance, je l'ai eue et je pense que ça a été très important. Est-ce que vous pouvez revenir sur la relation d'amitié entre Georges Canguilhem et Raymond Aron? Alors, en 1940, Georges Canguilhem était lui-même à Toulouse. Et donc, Georges Canguilhem, dans l'année de la guerre, mon père était mobilisé. Lui ne l'était pas parce qu'il avait 3 enfants. Et il était très malheureux de ne pas l'être, se sentait embusqué. Enfin. Et du coup, il a joué un rôle très paternel à mon égard et très protecteur avec ma mère. Et ils étaient très proches et cette amitié a traversé les années, même si après 68, ils ne se sont pas retrouvés exactement dans la même sensibilité, mais il y avait une estime et une amitié réciproque qui, je crois, étaient profondes. D'ailleurs, les mots que Georges Canguilhem
à prononcer le jour de son enterrement. Vous connaissez Georges Canguilhem, il ne disait que des choses qu'il pensait. Oui. Donc, ces mots étaient très, très émouvants. Et un petit colloque qui s'est organisé à l'École normale supérieure après, il a reparlé de son œuvre de façon très... Voilà, avec un respect, une amitié réciproque très forte. C'est comme ça que nous sommes allés 2 ans passer nos vacances près du Chambon-sur-Lignon, c'est-à-dire près de la maison de Georges Canguilhem, et où j'ai fréquenté ses enfants quotidiennement, et Raymond Aron et Georges Canguilhem se fréquentèrent à ce moment-là quotidiennement. Alors, après votre classe de philosophie, vous vous orientez, je crois, vers Sciences Po, vous hésitez. Là, on ne peut pas dire que vous êtes sociologue, ni en train de devenir sociologue. Non, pas du tout. Mon père, j'étais tentée par je voulais faire de la philosophie. Mon père était très réticent parce qu'il trouvait que la philosophie universitaire telle qu'elle était pratiquée ne formait mal les jeunes esprits. Il pensait sans doute, et ils avaient raison, il avait certainement raison, que je n'étais pas créateur de philosophie par conséquent. Il me poussait beaucoup à apprendre des choses concrètes, à savoir des choses, fût-ce ensuite pour faire de la philosophie. C'est un conseil qu'il a donné, par exemple, à Raymond Boudon ou Jacques Lautmann, qui, après leur agrégation de philosophie, sont allés le voir, et il leur a dit aussi d'apprendre des choses sur la société et de sortir de ce qu'ils trouvaient. Et alors, il y a eu une expérience, Madame Delhomme, dont j'avais été l'élève en classe de terminale, réunissait certaines de ses anciennes élèves autour d'elle, chez elle, d'une manière privée, pour continuer à faire de la philosophie. Naturellement, j'y étais. Et là, j'ai eu une expérience que j'ai trouvée douloureuse, c'est-à-dire qu'on parlait très abstraitement. Et à un moment donné, quelqu'un a fait une proposition très, très abstraite et très concrète. Et puis quelqu'un d'autre a dit « Ah ben non, c'est l'inverse, c'est non ». Et successivement, Madame Delhomme a dit oui à une formule et à une autre. Et alors moi, l'idée que les propositions pouvaient se renverser et qu'au fond, on n'avait pas le choix entre les faire sous forme affirmative et négative, je me suis sentie quand même très très loin. J'avais un côté... Et donc, j'ai été sensible à cet argument de mon père qui me poussait à apprendre des choses, et je suis entrée à Sciences Po. Et là, ça a été une grande déception parce que, à côté évidemment de Dina Dreyfus et de Lacagne, le niveau intellectuel de Sciences Po était extrêmement décevant. Et je ne me suis pas sentie bien. J'ai appris des choses sur la société, peut-être plus d'ailleurs par la fréquentation des gens de Sciences Po que par l'enseignement qui était donné. Donc ça m'a donné... Je suis sortie un petit peu du monde purement universitaire en comprenant un peu plus de choses du monde social. Et de ce point de vue-là, je ne le regrette pas. Mais je ne m'y suis pas sentie bien et je n'ai pas eu le sentiment d'y apprendre beaucoup. Vous observiez déjà, c'est-à-dire vous regardiez les gens de Sciences Po comme vous allez regarder plus tard ceux du Conseil constitutionnel. Oui, c'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Alors, ça peut l'être apparemment, puisque je m'intéressais beaucoup à la politique, je continue à m'intéresser beaucoup à la politique, je m'intéresse à l'État, je m'intéresse aux institutions, aux organisations démocratiques. Enfin, je veux dire, c'est en principe, nous avons en commun les intérêts, mais il y a une façon de les aborder de la part des acteurs dont je sens l'étrangeté. Et d'ailleurs, il la sentait également, parce que c'est réciproque, ce genre de... Et donc, quand j'ai fini Sciences Po, au lieu de présenter l'ENA, que j'aurais peut-être réussi, je ne sais pas, en tout cas, je ne l'ai pas présenté, donc je ne le sais pas, au lieu de présenter l'ENA et de voir une carrière de ce type-là, j'ai voulu revenir dans le monde universitaire. Et je faisais partie d'une génération qui avait eu l'épreuve de la guerre, mais qui se trouvait à un moment donné où toutes les portes étaient ouvertes, le nombre de postes universitaires se multipliait par 2, par 3, et donc il était facile d'entrer dans le monde de la recherche. Et donc je suis entrée comme ça, avec mon diplôme de Sciences Po et l'équivalent d'une maîtrise d'histoire dans la recherche à l'École des hautes études, sans difficulté et sans avoir à passer le concours d'agrégation. Donc j'ai profité de cette vague du développement universitaire de ma génération. Eh bien, on est en 58, 59, 60. Voilà, c'est ces années-là où je suis entrée à l'École des hautes études. Alors après, que se passe-t-il? Alors, à l'École des hautes études, j'ai été prise en main, si je puis dire, par Pierre Bourdieu,
qui Déjà, était de tout de recherche. suite, oui, tout de suite. Parce que en 61, nous sommes partis en Italie. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, nous sommes partis en Italie. Et il y a eu une grande amitié, comme tout le monde. Nous avons tous été très séduits par Pierre Bourdieu et nous avons commencé beaucoup à discuter. Et évidemment, il avait le prestige. D'abord, on le trouvait très sympathique, ce qui est important. Et puis, il était un philosophe et il voulait faire des enquêtes. Et ça répondait précisément à mon goût de la philosophie que j'avais un peu laissé tomber et un petit peu à la connaissance sociale que j'avais acquise malgré tout à Sciences Po. Donc ça correspondait bien à ce qu'était, sans que ce soit très précis chez moi, mais à ce qu'était mon projet de garder un horizon philosophique dans la connaissance de la société. Et donc il m'a conseillé pour un projet de thèse que je pouvais faire en Italie, à Bologne, ce que j'ai fait. Et quand nous sommes revenus de Bologne, en 63, je suis entrée dans le centre qu'en fait, il dirigeait formellement, mon père le dirigeait, mais en réalité, c'était Bourdieu qui le dirigeait. Et de 63 à 68, j'ai passé donc 5 ans dans le laboratoire de Pierre Bourdieu, où j'ai beaucoup appris, et où j'ai appris une formation de sociologue. Et je lui ai, de ce point de vue-là, une certaine reconnaissance, même si, comme beaucoup de ceux qui l'ont approché de près, les relations sont devenues difficiles, sinon impossibles. Alors, difficile et impossible, on peut dire par la suite que vous avez des rapports plus qu'ambivalents, disons, avec Pierre Bourdieu. C'est-à-dire, là, je mets entre parenthèses l'amitié, disons, de départ, mais même vis-à-vis de son travail, ou voire de sa position sociale, parfois, vous reconnaissez évidemment nombre de ses apports et vous pointez, y compris dans votre dernier livre, hein, et je l'ai retrouvé plusieurs fois, enfin, quand il parle de l'administration, de la bureaucratie, les fameux effets du désintéressement des fonctionnaires de l'universel, en quelque sorte. Donc ça, c'est le coup de chapeau à Pierre Bourdieu, mais il y a aussi, évidemment, et là vous venez d'en parler, le fait que c'était un mandarin, que la sociologie se politise, disons, énormément à partir de 1968, et que c'est vrai, commence peut-être pour vous, sans que vous le vouliez, une sorte de guerre de tranchées entre les gauchistes plus ou moins sympathiques et votre recherche à vous, qui essaye d'échapper à ces guerres souvent picrocolines et académiques. Oui, les années 70 ont été professionnellement des années difficiles pour moi. J'étais très marginalisée, je n'avais à aucun moment voulu me désolidariser de mon père, qui était considéré comme le diable incarné, ou quelque chose comme ça, ou l'image de la réaction, ce qui était faux. Et donc j'ai été très marginalisée à l'école des hautes études, qui était entièrement gauchiste, au moins une ou deux personnes qu'on comptait sur les doigts d'une main, et avec lesquelles je n'avais d'ailleurs aucune relation. Donc je me suis retrouvée très seule, et bon, j'admire toute une partie de l'œuvre de Pierre Bourdieu, je pense que, et il m'arrive très souvent de retrouver ou de m'inspirer de ses travaux. Mais je pense profondément qu'il n'est pas fidèle à ses propres pensées, qu'il n'a pas été fidèle à ses propres modes de pensée pour avoir une position politique et sociale dans le monde intellectuel. Et donc, très souvent, j'utilise des choses qu'il dit dans les coins de son œuvre, qui sont celles qui correspondent à ce que je pense, mais qui sont dites une fois alors qu'il répète les autres formules. Et sur l'universel, je reprends toujours une citation qu'il a faite à la fin de son livre, parce que d'une certaine façon, cette citation ruine tout ce qu'il a dit avant. Et donc, moi, je suis d'accord avec cette citation, et comme il était évidemment supérieurement intelligent, il se garde de ce côté-là. Mais il agit de telle sorte que les autres ne voient pas cet aspect-là et le réinterprètent autrement, quitte ensuite à expliquer qu'il trahisse sa pensée. Il avait les moyens de dire que les autres trahissaient sa pensée, mais il faisait tout pour que les autres puissent l'interpréter comme il l'interprétait. Donc il avait un jeu à la fois très intelligent et très pervers qui lui permettait de se garder
la dimension de l'universel tout en se faisant récupérer volontairement par un autre mode de pensée. Et puis il y a eu quand même une inflexion dans son œuvre. J'ai été très influencée, c'était le moment d'ailleurs où on travaillait ensemble, par les débuts de ces travaux, avant que ça devienne un espèce de système fermé. Sur l'Algérie ? Sur l'Algérie, sur le Béarn, même sur la photographie. Enfin, ces premiers travaux où il y avait, et la première enquête à laquelle j'ai participé comme petite main, c'est-à-dire l'enquête sur les musées, qui commençait. Et puis à partir de la reproduction, déjà les héritiers, j'ai eu beaucoup de réticences parce que ça n'était qu'une partie de la vérité. Et en disant une partie de la vérité, sans dire que c'est une partie de la vérité, d'une certaine façon, on l'a trahi, puisque la vérité est faite du tout. Donc déjà là, il y a eu les premiers problèmes intellectuels, j'entends, avec lui, et tout à fait à partir de la reproduction, où il y a eu cette espèce de système qui continue à inspirer beaucoup de sociologues aujourd'hui, et qui est, comme le marxisme en son temps, le système qui permet de tout expliquer, et qui donne une clé avant toute enquête. Et d'une certaine façon, on a besoin des enquêtes que pour confirmer le système, qui n'est jamais remis en question par les enquêtes. Et ça me paraît profondément antisociologique, parce que justement, s'il y a vraiment quelque chose qui est important dans la sociologie, c'est l'idée de mettre à l'épreuve de la connaissance de la réalité les idées théoriques, parce que sinon il vaut mieux faire de la philo, ou il faut mieux faire des statistiques. La sociologie consiste à passer entre les deux, à mettre à l'épreuve. Et quand on a un système fermé qui permet de savoir les résultats avant de l'enquête, je trouve qu'on trahit le projet même de la sociologie. Or, c'est ce que la pratique actuelle de beaucoup de ceux qui se réfèrent à Bourdieu font. Alors après votre enquête à Bologne, vos premiers travaux vont porter sur quoi et comment vous allez les choisir ? Alors, donc il y a eu l'enquête de Bologne, puis j'ai été utilisée comme petite main dans l'enquête sur les musées, qui m'a beaucoup appris. C'est là où j'ai appris ce que c'était qu'une enquête, une enquête empirique. Et une fois pour toutes, ça m'a formé à ça. Et puis Bourdieu, à ce moment-là, à partir des années 66-67, m'a demandé, on avait proposé au centre une grosse enquête sur l'administration. Et Bourdieu m'en a chargé avec Alain Darbel, qui était le statisticien et ami de Bourdieu depuis l'Algérie. Et nous avons fait ensemble cette grosse enquête, qui, je crois, est une enquête intéressante, il me semble, et que nous avons continué après la rupture, après 68, et qui a donné lieu à la publication dans une collection de chez Mouton de 2 volumes qui, je crois, sont assez intéressants, mais qui ont eu peu d'écho, parce que Bourdieu a publié les volumes sans du tout s'y intéresser, sans donner aucun conseil. Enfin, il s'est retiré totalement du projet, alors qu'il avait donné le départ du projet. C'était une collection purement académique, et ces sujets étaient tenus en main très rigoureusement par Michel Crozier, qui, bien entendu, est resté maître du terrain. Donc, je crois que l'enquête était vraiment intéressante, mais voilà, elle est restée... Et disons qu'elle n'était pas spontanément au cœur de mes intérêts. Donc, je me suis retrouvée comme ça, dans les années vers 75, avec l'idée, puisque j'ai la chance d'être indépendante, puisque j'ai le handicap de ne pas faire partie d'un centre, puisque personne ne voulait de moi à l'école des hautes études. J'ai fait une ou 2 tentatives, mais je ne me suis pas sentie acceptée. Au moins, profitons de cette situation. Et c'est là où j'ai fait l'enquête sur les Juifs. J'ai eu un premier contrat sur les travailleurs immigrés italiens, puisque j'avais mon goût pour l'Italie qui était resté. Et je m'étais dit que c'était intéressant, après avoir travaillé sur la culture italienne en Italie, de voir ce que ça devenait chez les immigrés italiens, qui à l'époque était encore la population d'immigrés la plus nombreuse en France. Donc j'ai fait cette enquête sur les immigrés italiens. Et du coup, une réflexion d'Annick Riegel m'a dit « Tiens, vos Italiens, ils cessent d'être Italiens, nous les Juifs, on reste Juifs. » Et il y avait un sentiment ambigu, mais qui était plutôt de l'ordre de la satisfaction. Donc, ça a été le déclic, disons. Donc, j'ai fait cette enquête sur les Juifs, qui est la première, je crois, enquête sociologique qui a été faite en France, qui a été publiée dans la collection Idées chez Gallimard, sous le titre « Juifs et Israélites ». Et
un fonctionnaire, Guy Tuillier, qui était au cabinet de Boulin, ministre du Travail, et qui voulait une enquête sociologique, qui ne connaissait pas beaucoup de sociologues, m'a demandé l'enquête sur le chômage. Et donc sont sortis en même temps l'enquête sur le chômage et l'enquête sur les identités juives, qui se rapprochaient par le problème des identités blessées d'une certaine façon, ou des identités remises en cause. Et à ce moment-là, j'avais le sentiment que le concept qui organisait mes travaux était celui d'identité au sens social du terme, les identités sociales, et qu'elles pouvaient être étudiées à la fois dans des populations aussi diverses que les chômeurs et les juifs. Alors, qu'est-ce qui vous a orienté plus tard à travailler d'une part sur l'intégration, mais là, il y a quand même un lien avec ce qui précède, et par ailleurs, disons, à devenir, si je puis dire, notre spécialiste au sens noble, hein, de la citoyenneté démocratique, de la démocratie providentielle, et des diasporas. Alors là, c'est vrai, le livre sur les diasporas, il y a un rapport avec, avec vos antécédents. Donc, et de même que le dernier livre qui est paru cette année est évidemment un rapport avec celui sur les Juifs dont vous parliez, le premier. Oui, finalement, bon, il y a une sorte d'alternance un peu, non, dans vos travaux. Ben, je pense que ça s'est fait progressivement au cours des années 80. Comme j'avais travaillé sur les travailleurs immigrés, etc., mais toujours autour de ce concept, ce concept d'identité qui traversait des populations diverses que j'étudiais empiriquement. Et le déclic, en tout cas au niveau conscient, parce qu'on est aussi tributaire sans s'en rendre compte de mouvements plus généraux, même quand on a le sentiment d'être un peu marginal, ce qui était un peu mon cas à l'époque, ça a été la commission de la nationalité. J'ai été choisie parmi les dernières comme membre de la commission de la nationalité au cours de l'année 87-88. Et là, il y a eu un premier dialogue avec les juristes sur ces sujets, parce qu'avec les historiens, je connaissais les problèmes, mais avec les juristes. Et on débattait beaucoup à ce moment-là, et de l'intégration, et de la nation, de la conception de la nation. Il y avait eu le succès du petit livre d'Alain Finkielkraut sur la nation civique, la nation à la française. Enfin, c'était très idéologique. Et nous avons fait partie de ce débat idéologique, puisque le rapport de la commission est évidemment un rapport juridique et politique, et pas du tout un rapport philosophique ou sociologique. Et à la suite de cette commission, que j'avais trouvée absolument, enfin, qui m'avait vraiment profondément intéressée, j'ai eu le sentiment que j'avais encore des choses, enfin, que le rapport n'était pas satisfaisant pour ce que j'avais à faire. Et donc, c'est le moment où j'ai commencé cette série de travaux qui sont ceux auxquels je tiens un petit peu, enfin, qui définissent ce qui a été mon projet intellectuel, c'est-à-dire successivement la conception de la nation, la conception de l'intégration, la conception de la citoyenneté. Et donc, j'ai rédigé La France de l'intégration à la suite de la commission finalement, pour faire mon propre rapport, c'est-à-dire un rapport intellectuel qui ne soit pas un rapport politique et juridique. Et bon, donc j'ai publié La France de l'intégration en 91. Et là, il y a eu un autre déclic, c'est que j'étais invitée en Israël pour faire l'école des hautes études, m'a demandé d'y aller parce qu'à l'époque, personne ne voulait aller en Israël, n'est-ce pas? L'école étant tout à fait de gauche, il n'y avait personne pour accepter une invitation chez les anthropologues israéliens. Moi, j'ai accepté. Et en pensant que, étant donné l'histoire d'Israël, ce serait intéressant pour eux de voir comment s'étaient intégrées en France les vagues d'immigrés, enfin, sans leur faire la leçon, simplement en présentant le cas français, ils auraient des échos à leurs problèmes personnels. Et comme les universitaires israéliens sont une dépendance des universitaires américains, ils étaient tous multiculturalistes et anti-intégrationnistes, ce qui fait qu'ils ont été très très courtois, ils m'ont remercié, enfin ça s'est passé très bien dans les formes, mais le président de la société d'anthropologie m'a dit « Vous savez, madame,
vous parlez un anglais et non pas américain, c'est délicieux de vous entendre, mais je suis à 95% en désaccord avec vous. Et je lui dis, ah bon, seulement 95%? Il dit, oui, je suis en désaccord avec votre théorie. Et du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, finalement, dans le livre sur la France de l'intégration qui concerne la France, il y a une théorie implicite. J'aurais intérêt à la sortir, à l'expliciter en elle-même, indépendamment du cas français. Et c'est comme ça qu'est né le projet de la communauté des citoyens, qui, à partir de l'expérience française, mais qui prend en compte les autres nations démocratiques pour faire une théorie de ce que c'est que la nation démocratique et la citoyenneté. Et le relatif succès de ce livre, et la formule que j'ai cru avoir inventée, parce que je l'ai inventée moi-même, avant de voir que c'était une expression tout à fait reconnue chez les philosophes politiques. À partir de là, les livres suivants ont complété, illustré ou corrigé ce qui est contenu dans la théorie et le cas juif s'inscrit tout à fait dans ce projet. Alors, la communauté des citoyens, étant donné le débat public du moment, a été pris comme un manifeste républicain, ce qui, d'une certaine façon, s'inscrit dans la tradition républicaine, mais qui n'est pas un manifeste et qui n'est pas politique. C'est pour ça que le dernier livre a surpris en disant « mais oui, mais elle dit que l'identité juive, c'est important », alors que c'était compris dans la communauté des citoyens. C'est-à-dire que l'idée de la transcendance par le civisme ne veut pas dire la suppression des particularismes. Il veut dire la reconnaissance des particularismes, qui fait partie des libertés publiques d'ailleurs, et leur transcendance par le civisme. Mais on n'a lu que le civisme. On aura l'occasion d'y revenir, et on retrouve ça effectivement dans votre livre aussi, la relation à l'autre. Mais un mot pour conclure votre long parcours et votre itinéraire intellectuel. Vous avez siégé dans de nombreuses instances institutionnelles, le Conseil constitutionnel, vous occupez aussi de laïcité, vous nous expliquerez où précisément. Vous êtes présidente du musée d'art juif. Alors, comment se combine votre vie de sociologue, d'intellectuel, engagé, parfois malgré elle, mais malgré tout et surtout, et toutes ces responsabilités étatiques? Il me semble que quand on m'a évoqué l'idée du Conseil constitutionnel, j'ai été ahurie, parce que s'il y avait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est bien cette proposition. Et j'ai beaucoup hésité, puisque je n'étais pas juriste, ça me paraissait vraiment en dehors de mes capacités. Et donc j'ai demandé, parce qu'on m'a dit, voilà, vous vous êtes proposé, on veut savoir, certaines personnes souhaitent que vous veniez au Conseil constitutionnel, mais on veut savoir que vous ne refuserez pas. Si ça se fait, on ne s'engage à rien, mais il faut savoir que vous ne direz pas non, parce qu'on arrêterait le processus. Donc j'ai dit, donnez-moi quelques jours, donnez-moi le temps de la réflexion. Et mon mari m'a dit, écoute, tu n'as rien fait pour ça, ce qui était le moins qu'on puisse dire, mais si on te le propose, tu ne peux pas refuser. Et j'avais le sentiment que ça s'inscrivait tout de même dans les convictions qui, même dans mon travail scientifique, existent. Je ne prétends pas, j'essaye de faire un travail scientifique sur ces sujets, mais en même temps, c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels je suis aussi engagée. Donc cette réflexion m'a paru juste. Donc la commission de la nationalité, c'était pour moi très intéressant. Je veux dire, je travaillais justement sur ces problèmes des travailleurs immigrés et donc de la nationalité. Donc je n'ai pas hésité, j'ai beaucoup hésité sur le Conseil constitutionnel. Mais il me semble que ça s'inscrivait naturellement dans le déroulement de mes travaux. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour avoir aucune de ces positions. Elles m'ont toujours été proposées, ce qui est un luxe, mais dans aucun cas, je n'ai pensé... à partir du moment où on me les proposait, c'est qu'on pensait que pour une raison bonne ou mauvaise, j'avais quelque utilité, et donc je n'avais pas de raison de les refuser. En plus, aujourd'hui où je suis à la retraite et où j'ai beaucoup moins... Je n'ai plus les mêmes contacts avec les étudiants. Je vois un étudiant de temps en temps qui a envie de me voir, mais ce n'est pas la même chose que du temps que où j'étais en activité et hautes études. Ça me met en relation avec des jeunes intellectuels, des jeunes chercheurs. Et ça, je continue à trouver que c'est très sympathique.